Monsieur Cheminade, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Bienvenue au Salon des entrepreneurs. Une question très pratique pour commencer. Avez-vous vos 500 signatures pour être candidat à la prochaine élection présidentielle ? Nous y arrivons, mais vous savez que Jacques Chaban-Delmas disait qu'il fallait un supplément d'âme à un pays. Il faut un supplément de signatures pour être sûr d'arriver aux 500. Parce que dans ce curieux système français, on distribue le formulaire au dernier moment. Donc on n'a pas les signatures, on a des engagements sur l'honneur de signatures. Et il faut le dire de cette façon, personne ne le dit, et il faut bien voir, personne ne le dit, parce qu'on se situe dans le contexte des grands qui, eux, les ont de toute façon. Donc vous visez un peu plus et vous êtes proche du but. Vous êtes proche du but. D'accord. Alors, la baseline de votre programme, c'est « Libérons-nous de l'occupation financière ». Il se cache quoi derrière ces mots ? C'est quoi les grandes lignes directrices ? C'est ce que François Hollande et Emmanuel Macron n'ont pas fait. J'ai rencontré Emmanuel Macron à l'Élysée, il a dit qu'il le ferait. Sous le courage de l'anonymat, il a annoncé qu'il ferait un Glass-Steagall français, une séparation bancaire. Ils ont fait quelque chose de pire que de ne pas le faire. Ils ont prétendu le faire, ils ne l'ont pas fait. C'est-à-dire qu'il faut rétablir un engagement pour financer réellement le travail, l'industrie et les équipements. Équiper l'homme et la nature. Et le système actuel ne le permet pas, parce que ce que j'ai appelé le monde de la City et de Wall Street a ses relais en France à travers les grandes banques et à travers les gens qui, dans les conseils d'administration du CAC 40, sont les représentants de ces grandes banques. Donc il y a une sorte de blocage et de verrouillage du système, et les politiques en sont en même temps les complices. Et concrètement, ça peut se traduire comment ? Pardon. Ça peut se traduire par une séparation bancaire où, d'un côté, on dit aux banques qui investissent sur les marchés financiers, continuez, mais vous faites faillite, on ne se portera pas à votre secours, tant pis pour vous. Et de l'autre, les banques, comme on avait à la Libération, au moment où on avait combattu les féodalités financières, on avait des institutions bancaires qui assuraient le crédit, qui assuraient la gestion des dépôts et qui permettaient cette séparation. D'ailleurs, Maurice Allais, lui-même, notre prix Nobel de l'économie, réclamait en son temps, et qui est une marque française. Henri Germain du Crédit Lyonnais au XIXe siècle l'avait prévu. Donc là, on est allé vers un système à l'anglaise, à l'américaine, de banques qui ne marche pas. Vous avez déjà été candidat au présidentiel, mais tout le monde ne vous connaît pas. Quel est votre message pour les entrepreneurs, et notamment les jeunes entrepreneurs qui sont présents sur ce salon ? En quoi vous pouvez les séduire ? Quelles sont les mesures dont vous pouvez leur parler, au-delà de la finance que vous venez d'évoquer, d'un point de vue très pratique ? Je dirais, donnez-leur les moyens financiers et laissez-les faire. Ils savent très bien faire par eux-mêmes. Donnez-leur les moyens financiers. Et aussi, voyons quelle formation on peut donner aux jeunes pour qu'ils rentrent dans ce contexte. Je crois que l'école 42, par exemple, fait des choses intéressantes. La Halle Fraissinet prévoira cette intégration. Donc, il faut aller dans ce sens. Mais on ne peut pas le faire dans un monde qui est le monde de l'argent, le monde du court terme. Ou alors on le fera contre l'intérêt de la majorité d'un pays. Il faut le faire avec. Et je dirais à ces jeunes, vous êtes l'avenir pour le faire avec la majorité du pays et avec la formation qui doit vous être donnée, ce qui suppose en France une réhabilitation de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'alternance. Au-delà du financement, les entrepreneurs se plaignent aussi beaucoup du manque de simplification, des délais de paiement qui sont insupportables. Est-ce que vous envisagez des mesures concrètes pour répondre à ces attentes-là ? Oui, par exemple, les grandes entreprises font traîner les PME, les TPE et les autres entreprises. Donc il faut que l'État assure une garantie lorsqu'il y a ce défaut de paiement et puisse prendre le relais et permettre, et après se retourne évidemment contre les grandes entreprises. Et simplement, la symbolique d'une intervention de l'État dans ce domaine-là permettra sans doute que les grandes entreprises voient avec plus d'intérêt et plus d'avantages ceux qui sont leurs sous-traitants. En Allemagne, on n'a pas ce problème parce qu'il y a des banques d'entreprise, il y a toute une tradition familiale dans l'entreprise moyenne qui fait qu'on n'a pas ce problème. En France, on a ce problème parce qu'on a à la fois trop centralisé et en même temps on a dérégulé la finance. Donc on a les inconvénients des deux choses à la fois. Est-ce que vous êtes prêt, à aller sur du Made in France, sur du favoritisme, entre guillemets, vis-à-vis des entreprises françaises ? Oui, j'y étais au Made in France. Alors, je pense qu'il y a les mesures à prendre, c'est-à-dire réserver des commandes publiques aux petites et moyennes entreprises, dont a parlé Montebourg, mais il y a plus à faire. À quelle échelle, si on devait donner un pourcentage sur des marchés publics ? Je préfère ne pas donner un pourcentage. Je pense que ça devrait être, dès que quelque chose d'intéressant se présente, pas le moins disant, le mieux disant.
Et ça devrait être le principe. Après, on peut arriver à 80%, comme disait l'un, 60%, comme dirait l'autre, mais il faut un taux élevé. Et l'autre chose, alors c'est quelque chose de choquant pour les gens, je suis pour une hausse de la TVA protectrice de 3 points, mais à condition d'accroître le SMIC de 200 €, très vite. Parce que 1 153 € par mois, ça ne va pas. Une dernière question rituelle à chacun de nos invités. Si l'État français était une entreprise et que vous en étiez le patron, ça serait plutôt une start-up, une PME, une entreprise du CAC 40 ? Comment vous voyez ça ? Ça devrait être tout à la fois. C'est-à-dire un État doit englober l'ensemble, mais pas une entreprise du CAC 40 telles qu'elles sont devenues, c'est-à-dire des entreprises à 50% au moins contrôlées par des non-résidents, et dans lesquelles ces non-résidents n'ont pas toujours l'intérêt de la France en tête. Donc il faudrait un État promoteur, inspirateur et au niveau international médiateur. Aujourd'hui, il y a la nouvelle route de la soie de la Chine. Je crois que M. Raffarin est un des rares à comprendre l'intérêt que ça représente. Et il y a toute cette politique des BRICS. Et c'est avec cela que la France doit faire, entre cela et les États-Unis maintenant de Trump, et que la France doit inscrire son projet et son futur avec en même temps les autres pays européens qu'elle doit inspirer. Aujourd'hui, on ne l'a pas fait. Je crois que la première rencontre de François Hollande avait été Angela Merkel, et il a eu la foudre qui est tombée sur son avion. Je crois que ça a auguré mal de l'avenir, et ce qui s'est passé a été cohérent avec ce moment-là. Merci Jacques Cheminade. Merci. Merci beaucoup. Jacques Cheminade, bonjour. Bonjour. Thibault Langsat, je suis entrepreneur et le MEDEF est membre d'un collectif Entreprendre 2017 qui a fait 9 propositions pour encourager la dynamique entrepreneuriale. La dynamique entrepreneuriale, c'est de la cohésion sociale, c'est de l'emploi, c'est de la croissance. Parmi ces 9 mesures dont vous avez pris connaissance, est-ce que vous avez envie de les récupérer ? Est-ce que vous pouvez prendre un engagement ? Et quelles sont celles qui ont le plus marqué votre attention ? Je pense que l'accompagnement pour les entrepreneurs entre la première année et la 5e année est fondamental, parce qu'il y a un taux de faillite d'à peu près 25% entre l'année 1 et l'année 2, puis entre l'année 2 et l'année 5, c'est encore 25%, donc 50%. Il faut ces mesures d'accompagnement que vous préconisez, elles me semblent très importantes. Et l'autre, moi j'irai encore plus loin que vous, je suis pour qu'on fasse des lycées polyvalents, où il y a à la fois les filières générales, les filières techniques et les filières professionnelles, et qu'on réhabilite toutes ces filières professionnelles, et qu'on donne aux jeunes, ce que vous dites, le goût de mettre la main à la pâte. Pierre-Gilles de Gênes avait parlé de la main à la pâte. C'est dans notre tradition ce que Marie Curie et Pierre Curie et Langevin avaient prévu. Et il faut revenir à cette tradition-là où l'entreprise est liée avec la découverte, la connaissance et ce que font les start-up, mais étendu à l'économie physique. On a laissé partir notre industrie. C'est un désastre depuis 30 ou 40 ans. Il y a une mesure sur la cession transmission d'entreprise. On sait qu'il y a à peu près 800 000 entreprises qui seront cédées, reprises dans les 10 prochaines années. C'est un chiffre absolument énorme. On regarde les 3 200 000 entreprises que nous avons en France. Il y a une mesure qui permet de simplifier, de revenir d'ailleurs sur le dispositif de la loi Hamon, qui est la déclaration préalable d'information auprès des salariés avant de vendre une entreprise. Est-ce que c'est quelque chose qui retient votre attention ? Oui, je pense, personnellement, je pense qu'il faut taxer fortement l'héritage. L'héritage, pour moi, ça ne constitue pas quelque chose comme un droit éternel, mais avec une exception qui est l'entreprise, où là, il s'agit de gestion, et il ne s'agit pas d'un héritage d'argent, il s'agit d'un héritage de mission. Et cet héritage de mission doit en effet être préservé, comme vous le dites. La 9e proposition, c'est d'attribuer à l'âge de 16 ans à chaque Français un numéro de SIRET qui lui permet de prendre conscience qu'il peut devenir entrepreneur. Est-ce que vous pensez que ça va dans le bon sens ? Alors moi, je suis pour qu'on le donne, ce numéro de SIRET que vous préconisez, mais en même temps aussi le droit de vote et l'inscription automatique sur les listes électorales. Aujourd'hui, à 16 ans, on n'a pas 16 ans comme il y a 100 ans. Donc, avoir 16 ans, c'est une responsabilité. Et de ce point de vue, c'est une responsabilité qui doit être donnée à ces jeunes pour intervenir dans la vie de la cité. Et je pense qu'il y a un désir très grand chez eux de le faire, plus grand que ceux qui ont hérité des facilités d'après 68. Et eux sont maintenant dans les difficultés d'après 1990. Jacques Cheminade, je vous remercie. Merci beaucoup.